L'Écosse fait ses adieux à la reine Elisabeth II. Le roi Charles III et ses frères et sœurs ont participé à la veillée funèbre. Kiev gagne toujours du terrain dans le Donbass. L'armée ukrainienne affirme avoir libéré plus de 6000 km² de territoire depuis le début de sa contre-offensive. Dernière ligne droite avant les élections législatives en Italie, les principaux candidats croisent le fer lors de l'unique débat filmé. Un moment de recueillement familial. Le roi Charles, accompagné de sa sœur Anne et de ses frères Andrew et Edward, ont participé lundi à une veillée funèbre dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, où repose le cercueil de leur mère, la reine Elisabeth II. Une cérémonie que le nouveau souverain du Royaume-Uni a voulu populaire et accessible. Quelques jours avant les funérailles à Londres, de nombreux Britanniques, parfois émus aux larmes, sont venus rendre un dernier hommage à la défunte reine. J'ai trouvé que la cérémonie dans l'église était très sereine. C'était un moment hors du temps. Elle repose en paix maintenant, c'est le principal. C'était bouleversant, c'était émouvant, c'était très calme et paisible, c'était beau à voir. Mais ce qui m'a ému le plus, c'est le fait qu'elle soit là-dedans. Cela ne me semble toujours pas réel. Un peu plus tôt, au Parlement écossais, où il a reçu les condoléances des députés, le roi Charles a rappelé l'amour de sa mère pour l'Écosse. Pendant toutes les années de son règne, la reine, comme tant de générations de notre famille avant elle, a trouvé dans les collines de cette terre et dans le cœur de ses habitants un refuge et un foyer. À présent, toute l'attention se tourne vers Londres, où le palais de Buckingham se prépare à l'arrivée du cercueil de la défunte reine avant ses funérailles d'État le 19 septembre. 6000 km². C'est ce que l'armée ukrainienne annonce avoir repris aux Russes depuis le début de la contre-offensive dans le nord-est du pays. Dans les anciens territoires occupés, les témoignages de départ précipité des troupes russes se multiplient. Les habitants profitent de leur liberté retrouvée. Les Russes ont commencé à fuir. À 1h30 du matin, les bombardements ont commencé et ils ont mis le feu aux endroits où ils logeaient. Ils couvraient leurs traces. Et de cette manière, nous avons compris qu'ils étaient finis. Hier matin, les Russes étaient encore là et ce matin, les Ukrainiens sont arrivés. Il ne suffit pas de dire que je suis heureux. Je n'ai juste pas assez de mots pour m'exprimer. Les récentes opérations de Kiev dans le Donbass changent les rapports de force après des mois de front gelé. Ces dernières 24 heures, 20 localités ont été libérées selon le président Volodymyr Zelensky. De quoi remonter le moral des Ukrainiens. Mais dans la ville de Liman, carrefour ferroviaire et routier stratégique près de la rivière Seversky Donetsk, les forces séparatistes pro-russes affirment contrôler la situation. L'ennemi essaie de percer notre défense, oui, mais nous tenons bon. Tout va bien, le quartier de Limansky n'a pas cédé, ne cédera pas. Malgré les succès ukrainiens sur le champ de bataille, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. Ce mardi, Kiev a déclaré qu'au moins 4 civils ont été tués et 11 autres blessés dans une série d'attaques russes dans 9 régions du pays. Dans le centre de la Roumanie, des soldats français viennent de débuter des exercices militaires avec leur homologue néerlandais. Donc là, je vous explique rapido. On va mettre en place le véhicule qui est loin devant et ensuite on cherchera nous une position favorable. Les soldats simulent ici une invasion des forces ennemies par le nord du pays, là où la Roumanie partage sa frontière avec l'Ukraine. La mission de ces unités françaises et néerlandaises et de leurs véhicules de combat d'infanterie est de stopper l'avancée de l'ennemi. Moi j'ai la responsabilité de tous mes soldats. Ça prend l'intégralité de mon énergie, de ma concentration. J'ai été placé à leur tête pour les amener à un certain niveau, qu'on soit prêt à réaliser l'intégralité des missions, que ce soit en Afrique ou partout ailleurs. Mon souci il est là et il s'arrête là, il est bien suffisant.
Ce groupement tactique de l'OTAN est une réponse directe au retour de la guerre sur le sol européen. 4 groupements tactiques supplémentaires sont désormais déployés sur le flanc oriental de l'Alliance. En Roumanie, la France est soutenue par une compagnie composée de troupes belges et néerlandaises, ainsi que des soldats polonais et portugais. C'est l'une des plus récentes lignes de défense en Europe. Ce champ de bataille fait suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Une partie du contingent a reçu un préavis de 3 jours pour arriver ici. Les soldats se préparent à un scénario où la guerre en Ukraine déborderait la frontière, même si ici, personne n'évoque ouvertement une telle possibilité. Pour les officiels, ces exercices font partie de ce qu'ils appellent la routine. Le contexte est différent, mais l'entraînement reste le même. Nous pensons avoir fait un assez bon travail d'identification des enseignements avant de déterminer réellement que c'était la façon dont la guerre serait menée dans le futur. Je ne vois donc pas de grand changement dans l'état d'esprit. Il y a cette tendance mondiale au sein des forces armées à s'entraîner au combat entre pairs. C'était déjà le cas avant la crise ukrainienne, donc je pense que nous avons fait un assez bon travail pour imaginer ce que sera le prochain conflit. Donc l'entraînement est le même. Le fait que nous soyons l'unité déployée la plus proche de la crise en fait simplement une particularité, mais il n'y a pas de grand changement dans la formation. Alors, Alpha, retour sur le réseau, je prends la main. Alpha, tu peux retravailler sur SICAS. La guerre en Ukraine a entraîné des changements historiques dans la politique de défense européenne. Les pays de l'OTAN ont promis des budgets records à l'avenir pour leur armée. L'Alliance a également gagné en influence militaire et politique. Sur le terrain, même si les temps sont durs, les soldats se disent prêts à faire face à la suite des événements. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladic, est hospitalisé depuis plusieurs jours. Son état de santé se serait dégradé depuis le mois de mai, d'après son fils. Ratko Mladic purge actuellement une peine de prison à perpétuité à La Haye, aux Pays-Bas, pour crimes de guerre. Il a été reconnu coupable notamment de génocide pour son rôle dans le massacre de Srebrenica, dans lequel quelques 8000 hommes et adolescents musulmans ont été tués en juillet 1995 par les forces serbes de Bosnie. Ratko Mladic a été arrêté le 26 mai 2011 à Lazarevo, dans le nord de la Serbie, après 16 ans de cavale. Sa condamnation a été confirmée en juin 2021. Dernière ligne droite avant les élections législatives en Italie. À 13 jours d'un scrutin qui pourrait changer les lignes politiques du pays, le journal Corriere della Sera a organisé un débat filmé, unique confrontation directe entre les principaux candidats. La chef du parti nationaliste Fratelli d'Italia et le secrétaire du parti démocrate ont croisé le fer sur la politique énergétique que le pays devrait adopter. L'Allemagne n'est pas d'accord sur le prix du gaz parce qu'elle a des contrats avec la Russie, grâce auxquels les entreprises allemandes payent un tiers de ce que les entreprises italiennes payent. Nous voulons une Europe dans laquelle l'Italie puisse aussi défendre ses intérêts et chercher des solutions avec d'autres pays. Enrico Letta a dénoncé les affinités de Fratelli d'Italia avec le gouvernement hongrois, qui bloque pourtant souvent des mesures cruciales pour l'Italie dans les institutions européennes. Nous voulons une Europe solidaire, celle qui s'est réunie après la pandémie et a fait le choix extraordinaire de donner à l'Italie de l'argent pour la reprise et la résilience. C'est l'Europe que nous voulons faire avancer. Mais nous devons supprimer le droit de veto et veiller à ce que nous ayons la capacité d'être efficaces et d'intervenir dans des domaines où l'Europe ne peut pas intervenir à cause de ceux qui veulent bloquer les décisions et ne renoncent pas à ce droit de veto. Deux visions de l'Italie radicalement opposées, entre lesquelles les Italiens vont devoir choisir le 25 septembre prochain. D'après les derniers sondages, le parti post-fasciste de Meloni, allié à la Ligue du Nord de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi, pourrait récupérer 48% des voix. L'alliance de centre-gauche n'en obtiendrait que 29%.